Bonsoir Agnès Guillot. Bonsoir Serge Tisseron. Alors, nous avons vu entre autres ce matin comment la nouvelle loi autour des droits des animaux leur donne le statut de créatures capables de souffrir, de sentir et évidemment ça nous questionne sur le fait qu'on assiste à une sorte de nouveau partage. D'un côté, il n'y a plus les animaux et puis les machines et d'un autre côté les humains, mais il y a des créatures sensibles, les humains et les animaux d'un côté, et puis des constructions qui sont encore insensibles pour bien longtemps, probablement, à savoir les machines, même si elles sont très capables de le simuler. Mais alors, il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier que, en fait, nous sommes tous impliqués dans les mêmes relations, dans les mêmes systèmes d'entraide réciproque, en quelque sorte. Et je trouve ce que vous allez aborder avec nous est particulièrement intéressant parce que vous nous montrez comment l'animal inspire l'homme pour créer des technologies qui vont donc servir l'homme. Voilà. Oui, On va c'est tout à fait donc ça, oui. aborder ces questions-là. Et alors, avant, je voulais quand même vous présenter mieux, puisque vous êtes à la fois psychophysiologiste et éthologue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, psychophysiologiste Alors, et éthologue ? psychophysiologiste consiste à étudier le comportement et ses relations avec le système nerveux, tout simplement. Voilà, comme la mémoire ou les comportements reproducteurs ou le comportement alimentaire, tout ce qui concerne l'implication du système nerveux avec des comportements quels qu'ils soient. Et éthologue, tout simplement, c'est l'étude du comportement animal. D'accord. Alors, je vais lire quelques mots de l'introduction de votre livre, parce que vous nous donnez l'impression d'être projeté en pleine science-fiction. En fait, on va voir que ça n'est pas le cas. Alors voilà ce que vous écrivez. Avec sa cybermain toute neuve, Gaïa ferme sa combinaison en fil d'araignée et ajuste d'un coup sec son casque pivert. De son immeuble termitière, elle inspecte les environs avec amusement. Des insectoïdes pollinisent les fleurs, des lézardoïdes nettoient les façades, des serpentoïdes inspectent les conduits. Un humanoïde la salue en souriant. Une belle journée commence. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, dites-nous. Non, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont pour la plupart des prototypes, il faut se l'avouer quand même, mais il y a certains robots bio-inspirés, dits animaux, ou des inspirations des capacités adaptatives extraordinaires des animaux qui sont déjà en œuvre dans les industries, dans certaines machines, et pour améliorer les machines humaines. Et alors, on va donc envisager quelques-unes de ces innovations technologiques en lien avec les animaux, mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à tout ça ? Eh bien, d'une part, c'est parce que nous faisons plutôt de la recherche dite fondamentale, c'est-à-dire d'approfondir les connaissances sur les espèces animales, et donc de faire des modèles où des robots animaux permettent de mieux comprendre le fonctionnement des animaux, ça c'est déjà une chose. Mais d'autre part, pour tout ce qui est technologique ou autre, c'est d'avoir constaté que toutes les machines que construisent les humains ont des fonctions, et ces fonctions ont déjà été élaborées au cours de l'évolution dans les multiples espèces animales. Il se trouve que l'homme, en construisant ces machines, font quand même un petit peu moins bien que la nature, c'est-à-dire que la nature essaye d'économiser l'énergie le plus possible, d'essayer de faire des structures qui ne sont pas parfaites, parce que dans la nature, il faut être à peu près bien et pas extraordinairement expert, dans la mesure où on a plusieurs contraintes à optimiser, à satisfaire. Donc, il ne faut jamais être expert en une seule chose. Et donc, toutes ces machines peuvent être améliorées par le fait de savoir comment est-ce que certaines espèces animales ont fait pour avoir une fonction avec ces capacités de simplicité, quelquefois, de la nature, et très souvent c'est le cas, ou d'économie d'énergie, ou d'économie de matériaux, ou de structures auxquelles l'homme n'aurait pas pensé, qui permet de faire en sorte d'économiser les énergies fossiles
et ce qui peut avoir une conséquence sur la survie des humains pour l'instant. Oui, voilà. Donc c'est tout ça qui fait que une bonne idée, c'est de s'inspirer, de regarder ce qui a déjà été fait pour savoir si l'homme ne peut pas économiser et suivre à peu près les principes de la nature. Voilà, et en nous montrant combien les animaux peuvent nous inspirer, c'est aussi une manière de nous inviter à préserver le plus possible les espèces en voie de disparition parce qu'elles peuvent constituer une source d'inspiration extrêmement importante pour l'avenir. Exactement, exactement. Et nous allons peut-être parler de certains robots animaux, mais en fait, ils sont là uniquement pour comprendre un peu mieux comment les animaux se comportent, pour essayer d'optimiser ces places de l'animal dans nos sociétés. Et d'autre part, vous avez aussi des robots qui rentrent dans les sociétés animales pour pour y comprendre un peu mieux dans tous ces comportements, toutes ces capacités adaptatives. Et c'est ça qui sont la source d'inspiration pour nous. Alors, si vous le voulez bien, on va envisager 3 aspects successivement. D'abord, comment des fabrications animales ou des comportements animaux inspirent des technologies. Et puis ensuite, on va voir comment des animaux peuvent ainsi inspirer la robotique. Voilà, le comportement. On parle de robots humanoïdes, mais aussi beaucoup de robots animaliers. Oui. Et puis, comment l'être humain peut aussi aujourd'hui choisir parfois d'avoir affaire à des compagnons robots plutôt que des compagnons animaux ou des compagnons robots animaliers. Voilà. J'en reparlerai. On va en parler. On les appelle les robots de compagnie, les robots sociaux, donc c'est incontournable aujourd'hui. Voilà. Mais alors d'abord, on va commencer par un domaine que je trouve extraordinaire dans votre livre, c'est toutes ces innovations dont nous ne savons pas qu'elles ont été inspirées par des animaux. Alors il y en a pour lesquels on s'en doute, par exemple les travaux sur le fil de l'araignée. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, en fait, les travaux sur le fil de l'araignée, c'est un exemple très spécial de la bio-inspiration, comme on dit, l'inspiration de la nature et des animaux, parce que l'homme sait à peu près récupérer le fil de la soie de l'araignée, qui est une structure vraiment formidable dans la mesure où c'est un fil qui est à peu près 40 fois plus fin qu'un cheveu humain, 4 fois plus résistant que l'acier, et elle a une automémoire de forme, c'est très important, et elle a une élasticité qui est bien plus importante que le Kevlar. Et on prétend, enfin bon, je ne sais pas si on pourrait le faire, qu'un fil de soie d'araignée de la grosseur de mon pouce pourrait arrêter un avion en vol, tellement il est résistant. Donc les chercheurs ont essayé de refaire ce fil. Pourquoi ? Parce que pour faire peut-être des gilets pare-balles, mais surtout des fils de suture pour la microchirurgie, parce qu'il n'y a aucune réaction immunitaire. Donc c'était très intéressant, mais le problème, c'est qu'ils peuvent récupérer, on ne peut pas avoir des araignées en batterie, parce qu'elles se mangent l'une l'autre, et il y aurait des millions de mouches pour les alimenter, ce serait absolument impossible. Donc on a essayé de mettre des gènes de soie d'araignée, parce qu'en fait, l'araignée a au moins 6 à 9 glandes pour faire des fils différents. Mais on a essayé de mettre ces gènes qui forment ces protéines que constitue la soie d'araignée dans des chèvres transgéniques. Bon, ça a plus ou moins marché. Donc le lait produisait du fil de soie. Maintenant, on prend des bactéries transgéniques. Ça marche très bien. Mais le problème, c'est que ce fil doit être tissé. Et l'araignée les tisse, et c'est ça qui donne sa solidité et son élasticité. Et l'homme ne le savait pas faire. Et en janvier de l'an dernier, 2017, il se trouve qu'une équipe internationale a réussi à faire une espèce de petit canal, donc artificiel, en reproduisant le pH, des tas de composants chimiques du canal de l'araignée par lequel sort ce fil, et ont réussi à tisser ces protéines qui étaient un peu dans tous les sens pour en faire un fil de soie d'araignée. Donc c'était le filage qui est biomimétique, bio-inspiré, mais ce n'est pas le fil de soie parce qu'on n'arrive pas à le faire artificiellement. D'accord. Alors Agnès Guillot, cette histoire de fil d'araignée,
on l'a dans l'esprit, hein, ne serait-ce qu'à travers Spider-Man, mais vous nous évoquez des animaux beaucoup plus imprévus. Vous nous dites par exemple qu'il y a une catégorie de mouches qui permet de travailler sur la manière dont les avions décollent et atterrissent. Oui, alors effectivement, c'est une équipe de Marseille, une équipe française qui fait partie d'un consortium européen qui travaille depuis très longtemps sur l'œil de mouche, sur les ommatidies, les yeux composés de la mouche. Et ils ont mis au point des puces électroniques qui reproduisent les neurones détecteurs de mouvement de la mouche. Alors, à quoi servent ces neurones détecteurs de mouvement ? La mouche les détecte 10 fois plus vite que nous. C'est à calculer ce qu'on appelle le flux optique. Alors, le flux optique, c'est le mouvement apparent de l'environnement sur la rétine d'un observateur qui se déplace. Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous comprendrez que si vous voulez vous diriger dans un tunnel en voiture, hein, au milieu, par exemple, eh bien, il faut vous débrouiller pour que la vitesse de défilement des deux côtés des deux parois soit les mêmes vitesses. Si vous vous rapprochez d'une paroi, il y en a une qui semble défiler plus que l'autre. Donc ça, c'est une astuce, hein, le flux optique, qui est très facile à calculer pour un neurone, puisque la mouche, avec un petit cerveau de 1 mm3, arrive à le faire très très facilement, et nous aussi, permet d'atterrir, de décoller et d'éviter les obstacles d'une manière peu coûteuse. Donc cette équipe marseillaise a fait le meilleur capteur visuel du monde, disent-ils, et ils n'ont pas tort, mais ils ont rajouté avec seulement 100 millions d'années de retard sur la mouche. Hein, parce que, bon. mais en fait, ce capteur est extraordinaire parce qu'il a une vision quasi panoramique, horizontale et verticale, et il a à l'intérieur un microcalculateur intégré qui calcule ce fameux flux optique et qui fait que, en temps réel, eh bien, vous avez donc tous ces comportements qui vont se faire à la seconde près. Agnès Guillot, je ne regarderai plus jamais une mouche voler de la même manière. Surtout, je serai attentif à la manière dont elle se pose sur moi plutôt que de m'empresser de la chasser. Et vous en apprendrez beaucoup plus d'autres choses chez la mouche. Hein. Alors, vous nous évoquez, alors c'est un petit peu l'Arche de Noé, hein, votre livre, vous nous évoquez des tas d'animaux. Mais alors, il y en a un dont on ne peut pas montrer la photo, mais il faut que nos auditeurs se le représentent. Vous y prenez un poisson, on a bien l'anatomie d'un poisson dans la tête, hein, et vous imaginez qu'il a avalé un gros cube. Et donc, on l'appelle d'ailleurs le poisson coffre. Alors, vous nous dites que ce poisson coffre, il est très inspirant aussi. Alors, pourquoi ? Exactement, parce que, en fait, ce poisson coffre a une allure de nage qui lui est propre et qui s'appelle ostraciiforme, parce que ce poisson, il s'appelle ostration dans le langage scientifique. Et en fait, c'est vrai qu'il ressemble à un cube parce que seule sa nageoire caudale lui permet de se propulser. Et en fait, il a une nage qui n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'il se déplace de 6 fois la longueur de son corps, mais surtout, cette nage est la plus économique de tous les poissons. C'est-à-dire que le thon, qui est le poisson le plus rapide, un des poissons les plus rapides, on va dire, a une autre allure de nage, mais qui est très coûteuse en énergie. Donc, la société Mercedes-Benz s'est dit, tiens, mais finalement, on pourrait faire une voiture, non pas très aérodynamique, comme un thon, par exemple. Voilà, pas comme les voitures qui ressemblent à des poissons dans le dessin animé de Tex Avery, mais au contraire qui ressemblent à un cube. Oui, parce qu'il faut mettre des personnes dedans. Vous voyez, il faut mettre 4 personnes au moins dedans. Donc, il vaut mieux que ça ressemble un peu à un cube. Et donc, ils se sont inspirés de la forme de ce poisson qui, finalement, a un hydrodynamisme pas si mauvais que ça. Et avec ça, ils ont fait un prototype qui est encore à l'état de prototype, je pense, qui fait que le coefficient de pénétration dans l'air est de 0,06. Donc, plus il est élevé, plus ça coûte en énergie, alors qu'une voiture normale fait 0 à 0,3 et une 2 chevaux 0,56. Donc vous voyez que c'est un prototype qui peut gagner en énergie, aller relativement rapidement et avec une carapace qui est aussi inspirée de la forme du poisson parce qu'elle est en plaque et pas
en un seul corps, elle peut avoir un gain de poids d'environ 30%. Donc, c'est tout bénéfice. Là, on s'éloigne de plus en plus du modèle, hein, puisque le fil d'araignée du fil pour l'homme, hein, là, le rapprochement est assez évident, mais alors maintenant, avec un poisson, on conçoit un modèle d'automobile. Alors, vous nous parlez aussi beaucoup des oiseaux, hein, et notamment du pivert. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, dans le petit texte que j'ai lu, il était question de Gaïa qui met son casque pivert. Donc, casque pivert inspiré du pivert, alors de quelle façon ? En fait, le pivert, comme chacun sait, cherche sa nourriture dans les troncs d'arbres et essaye de déloger des vers ou des petits insectes. Donc, au moins 500 à 600 fois par jour, mais il y en a qui disent plus de 1500 fois par jour, il tape par coup de 20 coups par seconde sur le tronc pour dégager ses proies. Donc, imaginez, vous tapez la tête contre un tronc, imaginez votre cerveau et la tête qui va en résulter. Or, les pivers font ça toute leur vie sans dommage. Donc, il y a un étudiant en design anglais qui était tombé de vélo avec un casque et qui a eu quand même une commotion cérébrale. Il s'est dit, mais tiens, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas m'inspirer du comment est fait le crâne du pivert pour qu'il puisse absorber les chocs ? Et donc, il a étudié, et d'autres l'ont étudié avant lui, bien entendu, le fait qu'il y a des tissus spongieux dans son crâne qui fait que, eh bien, effectivement, les coups sont absorbés et il y a une rotation du bec, ça c'est accessoire, qui fait qu'il a moins de dommages dans son bec. Donc, il a imaginé un casque en carton ondulé, waterproof, recyclé, en matière recyclée, qui, en plus, peut se construire exactement à la forme du crâne de la personne qui l'achète. Ça, c'est quand même intéressant. Et il a montré qu'il absorbe 3 fois plus les chocs qu'un casque de vélo normal. Il est en vente et il ne coûte pas cher parce que c'est entre 40 et 80 euros. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et tout ça, c'est parce qu'il a pensé au pivert. Donc, il y a quand même un bénéfice sur ce genre d'objet. J'espère que les pivers ne sont pas une espèce menacée, parce que ça vaudrait la peine de reverser un petit peu de l'argent gagné sur les casques pour sauver l'espèce. Mais aucune espèce ne devrait être menacée. C'est tout à fait vrai. Alors, il y a un autre animal, un autre oiseau qui lui, est célèbre parce que beaucoup de gens ont l'image de l'objet qu'il a inspiré. C'est le fameux martin pêcheur, hein, qui a inspiré le train japonais Shinkansen. Effectivement, c'est peut-être l'exemple de biomimétique. Alors, en fait, nous, on dit bio-inspiration. Quand on dit biomimétique, on n'apprécie pas trop ce terme parce qu'on ne pourra jamais égaler la nature, jamais rattraper les 3,8 milliards d'années qui nous séparent de la première cellule. Donc, on préfère être inspiré. Donc, alors, Agnès Guillot, expliquez-nous un peu cette histoire, parce que l'entreprise qui fabrique les trains à très grande vitesse au Japon se heurtait à une grande difficulté quand le train rentrait dans les tunnels. Voilà. Et puis, un ingénieur qui aimait bien aller à la pêche a trouvé la solution. Effectivement, c'est un ingénieur qui est ornithologue et qui a effectivement pallié ces problèmes, c'est-à-dire quand le train sortait du tunnel à 330 km/h, il y avait un grand bruit, les clients avaient les oreilles bouchées, et énormément par rapport à nos TGV qui roulent quand même moins vite dans certaines portions. Et donc, il s'est dit que c'était dû à la différence de passage de milieux de pression différentes. Et il s'est dit, tiens, mais le martin pêcheur, quand il passe de l'air à l'eau et de l'eau à l'air, il fait la même chose. Donc, et puis, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un grand boom. Donc, il a suggéré aux ingénieurs de rallonger le nez du Shinkansen, mais pas que ça a déjà amélioré le bruit, mais il s'est aussi inspiré des ailes du hibou pour modifier les caténaires, voilà les pantographes qui sont reliés aux caténaires et qui relient le train. Et donc, tout ça fait diminuer les turbulences de l'air. Et donc, les bruits sont améliorés.
et les personnes n'ont plus les oreilles aussi bouchées, on va dire. Un peu plus, mais pas un tout petit peu, mais pas beaucoup plus. Alors on pourrait continuer à évoquer beaucoup d'animaux, mais il y en a un quand même que j'aimerais qu'on évoque parce qu'il inspire beaucoup de répulsion à beaucoup de gens, c'est le rat. Or, le rat a inspiré donc une innovation technologique très utile pour se débarrasser des déchets. Effectivement. Donc, vous voulez parler du robot rat et du... Les dents du rat. Ah, les dents du rat, d'accord. Et donc, en fait, c'est vrai que les dents du rat repoussent et elles sont elles s'aiguisent de façon autonome. C'est-à-dire que le rat lisse toujours ses deux incisives, si bien que le bout est extrêmement fin, si bien qu'ils peuvent ranger n'importe quoi. Et vous avez des portes très solides qui sont rongées très facilement par les rats. Et une entreprise y a pensé pour modifier les machines qui pouvaient reproduire, enfin qui pouvaient mettre du plastique en tout petites billes, si vous voulez. C'est pour ça qu'on peut se servir du plastique. Et ils ont inventé donc des machines qui s'auto-aiguisent de la même manière que le rat pour pouvoir œuvrer plus facilement, si bien que ils ont dit qu'on pouvait oublier complètement ces machines tellement elles s'aiguisaient toutes seules et ça réduisait le coût énorme que coûtait donc le fait d'aiguiser ces machines tout le temps. Mais, comme nous disons dans notre livre, ils avaient oublié qu'elles ne repoussent pas toutes seules. Donc, à un moment donné, il faut bien changer les machines. Donc, on est quand même moins performant que le rat. D'autres travaux sont nécessaires, comme on dit toujours en science. Voilà. Bien, alors maintenant on va passer au deuxième aspect de ces travaux inspirés par les animaux, c'est la robotique. Voilà. Puisque quand on pense au robot, en général, c'est le robot humanoïde qu'on a tous à l'esprit. Le robot humanoïde qui a une apparence fonctionnelle avec l'homme, un tronc, deux apparences de jambes, deux apparences de bras, qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec le robot androïde, qui lui a une similitude d'apparence avec un visage vraiment humain, comme à la limite un peu les figures de cire du musée Grévin. Mais il y a aussi tous ces robots dont vous nous parlez longuement, inspirés par les animaux. Et là, il y a un élément important à prendre en compte, c'est que finalement, il y a, si j'ai bien compris, une rupture dans le travail sur la création de robots. Il y a un avant la prise en compte de l'animal et un après la prise en compte de l'animal, puisqu'il y a une époque où les roboticiens rêvaient tous de fabriquer un robot d'apparence humaine. Et puis tout d'un coup, vous nous dites, dans les années 1970, il va se passer quelque chose. Alors quoi ? En fait, c'est en réaction à l'intelligence artificielle des années 50 qui prétendait simuler un cerveau humain et résoudre tous les problèmes qui se posent à l'homme. Lorsqu'ils ont voulu faire des robots sur ce modèle-là, eh bien, ça a été un énorme échec parce que l'intelligence artificielle avait l'idée d'un cerveau éthéré et complètement coupé du corps et de l'environnement. Et le cerveau sans corps et sans environnement, il ne peut absolument rien faire. Donc à ces robots, il leur fallait donner toutes les instructions pour leur décrire tout l'environnement, tout ce qui pourrait leur arriver, pour qu'ils puissent faire une tâche très simple. Et malgré tout, il n'y arrivait pas. C'est-à-dire que le robot réfléchissait 2 heures avant de savoir s'il pouvait se déplacer de 20 cm ou pas. Et donc un doctorant qui était d'un des pionniers de l'intelligence artificielle, un doctorant américain qui s'appelle Brooks, s'est dit mais c'est pas possible. Moi j'ai envie que les robots fonctionnent et quand on me dit qu'un robot doit avoir un symbole de porte pour trouver une porte, moi je vais leur dire qu'on n'a pas besoin de symbole pour franchir une porte. Et il a fait une espèce de robot vaguement insectoïde avec des pattes, simplement doté de petits réflexes qui
interagissait avec l'environnement. C'est-à-dire que quand le robot marchait et qu'il y avait un petit obstacle, eh bien, la patte, automatiquement, s'adaptait à cette petite aspérité et pouvait quand même continuer à marcher. Et il a montré, avec ce robot doté de petits réflexes, donc entre guillemets, pas intelligent du tout, sans aucune conception de symbole, alors que c'était ça le Graal des pionniers de l'intelligence artificielle. Eh bien, il a montré que son robot trouvait une porte sans problème et pouvait franchir les obstacles, alors qu'un robot doté d'un cerveau peut-être plus élaboré n'y arrivait pas. Parce qu'on avait oublié le corps et les interactions entre le corps et l'environnement. Et ça, toutes les recherches qui se font en pensant qu'un ordinateur ou un ordinateur tout seul, même doté de capacités extraordinaires, pourrait réaliser des grandes choses, eh bien, je pense qu'ils vont à l'échec tout droit. Et alors, cette innovation technologique s'accompagne de la création d'un mot nouveau, hein, animat. Voilà, A-N-I-M-A-T. Exactement. Et alors, en fait, d'où vient ce mot d'abord? Animat veut dire animal artificiel. C'est-à-dire qu'il y a eu donc un courant qui a été effectivement initié par Brooks et Rodney Brooks. Et en fait, notre équipe, et en particulier la personne qui s'intéressait à ces problèmes, qui s'appelle Jean-Arcadie Meyer, qui est mon co-auteur dans Pulp Fiction chez Duno, s'est dit, tiens, finalement, il faut rassembler dans une conférence tous les chercheurs qui commençaient à poindre dans le monde sur ce domaine-là, la recherche de robotique animale, pour comprendre, encore une fois, comment était l'autonomie des animaux. Ça, c'était le grand mot. Les animaux sont autonomes. Comment est-ce qu'ils peuvent le réaliser? Est-ce que c'est avec des symboles ou pas? Et donc, il a initié la première conférence qui a eu lieu à Paris en 1990, qui s'appelait Simulation of Adaptive Behavior, From Animals to Animats, parce que même à Paris, il a fallu faire notre conférence en anglais pour que nous puissions être compris de tous les chercheurs qui venaient de pas mal de pays du monde. Voilà. Et Agnès Guillot, en français, ça donne simulation et comportement adaptatif de l'animal à l'animat. Voilà, parce que justement, nous ne parlons pas d'intelligence, parce que on ne sait pas, il y a énormément d'intelligence. Nous préférons parler de capacité adaptative. Alors, ces capacités adaptatives observées chez les animaux, donc elles ont inspiré toute une nouvelle génération de robots. Alors, on va en prendre quelques exemples. Là aussi, ça démarre un peu comme l'Arche de Noé. Alors, on commence par des animaux simples. Alors, vous nous parlez du poulpe. Et d'ailleurs, le poulpe donne le titre de votre livre, hein, Pulp Fiction. On a parlé du poulpe tout à l'heure aussi, en vantant ses capacités adaptatives, etc. Et le poulpe et la pieuvre, c'est la même chose, hein. Je préfère préciser, poulpe et pieuvre, c'est le même animal. Et il est très intéressant pour les roboticiens parce que non seulement il a des tentacules qui peuvent se mouvoir indépendamment les unes des autres parce qu'il a des ganglions nerveux différents pour ses tentacules, et d'autre part, il est mou. Et donc, un robot mou. Il est mou, et c'est une innovation très importante pour la robotique actuelle, parce que non seulement il ne peut blesser personne, ensuite il peut changer de forme, donc aller dans les interstices ou aller dans d'autres environnements, et il peut donc être encore une fois, très, très adaptatif dans la mesure où il est, il est représentatif d'un animal qui peut avoir plusieurs fonctions. C'est-à-dire que vous avez des poulpes qui nagent, d'autres qui marchent avec des tentacules. Vous avez des poulpes bipèdes qui marchent sur le fond de l'eau. Et ça, c'est très intéressant. Ce que je voulais ajouter, ce que je cherchais d'ailleurs tout à l'heure en hésitant un petit peu, c'est qu'il peut être réalisé, ces robots peuvent être réalisés en tissu organique et donc biodégradables.
Et des robots biodégradables, eh bien, ça ne se trouve pas partout sous les pannes à cheval. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il n'est pas dépendant d'un environnement particulier, forcément dans l'eau, forcément sur la terre. Bien il peut sûr. passer de l'un à l'autre. Voilà. Et il est très intéressant pour la manipulation sous l'eau ou dans l'espace. D'accord. Et est-ce qu'il a été utilisé auprès d'usagers qui ne soient pas des chercheurs? Parce que c'est peut-être un contact un peu répulsif quand même. Parce qu'un robot mou, ça fait rêver, parce que on peut s'allonger dessus à la limite, oui. Si on est fatigué. Voilà. Mais en revanche, peut-être qu'un robot poulpe, c'est un petit peu difficile à accepter chez soi. À la lecture de ce livre et à la lecture de tous les livres de comportement animal ou sur les animaux, vous verrez que il ne faut jamais considérer un animal comme répulsif. Il est toujours très intéressant. Il a toujours certaines capacités tellement intéressantes pour son habitat ou pour éventuellement nous inspirer. Alors, vous faites une formidable introduction pour qu'on parle du cafard. Je crois que vous avez un peu d'affection pour les cafards, si ce n'est beaucoup. J'ai de l'affection pour les cafards, les rats et les pigeons. Parce que, en fait, et vous voyez, au courant des tables rondes, on a parlé quand même pas mal d'animaux qu'il faut protéger, mais les cafards, normalement, qu'est-ce que vous faites dans une cuisine? Vous les éradiquez, vous essayez de les écraser. Oui. Alors que ces animaux qui ont le plus de capacité à nous résister, puisqu'on essaye de les éradiquer, ça veut dire qu'ils ont des capacités adaptatives hors normes, qui nous dépassent un peu. Donc plus un animal nous résiste, et plus ça veut dire qu'il faut s'en inspirer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, pour les cafards, il y a une première réalisation qui n'est pas très spectaculaire, mais en fait, on sait que les cafards vont très très vite. Ça, quand on veut les chasser, on s'en aperçoit, Agnès Guillot, oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont aussi des senseurs pour le moindre petit coup de vent. Et ça peut intéresser aussi les voitures, les choses comme ça. Et donc, une équipe de chercheurs a fait des robots cafards, alors que le cafard se déplace de 50 fois la longueur de son corps en une seconde. Rapporté à un humain d'1,80 m, ça ferait plus de 800 km/h, donc c'est quand même assez intéressant. Ils ont fait un petit robot qui se déplace de 49 fois la longueur de son corps. C'est quand même déjà pas mal. Ils ont quand même été obligés de lui mettre des espèces de stabilisateurs parce qu'il avait tendance à s'envoler, tellement il allait vite. Mais ce cafard, muni d'une petite carapace d'ailleurs, parce qu'il peut s'aplatir un petit peu, muni d'une micro-caméra, peut aller dans les éboulis des tremblements de terre pour aller rechercher des victimes. Et il a déjà été utilisé, je crois, à Mexico dernièrement. Donc ça, c'est intéressant. Mais ils ont d'autres capacités qui peuvent très très bien inspirer l'industrie automobile, par exemple. Alors, on a jusqu'à maintenant envisagé des animaux qui vont tout seuls, Agnès Guillot, mais il y a aussi beaucoup de travaux sur les animaux dits en essaim, qui vont en groupe. D'ailleurs, certains films de science-fiction nous montrent comme ça des petits robots en essaim auxquels on ne peut pas échapper parce qu'il y en a partout. Mais donc ça aussi, c'est pas de la science-fiction. Alors parlez-nous un peu. Ça, c'est ce qu'ils appellent de l'intelligence en essaim, qui consiste à œuvrer des petits éléments qui n'ont qu'une vision très locale d'une certaine tâche, jamais une vision globale, mais qui ensemble peuvent réaliser des tâches complexes. Donc les fourmis qui font des fourmilières, les termites qui font des termites. Un termite est aveugle, donc il œuvre que localement, et malgré tout, ils font des termitières quelquefois, ces fameuses cathédrales de termites qui ont plusieurs mètres de haut et qui sont extrêmement bien thermorégulées. Donc la robotique s'en est inspirée parce que on s'est aperçu que le système est beaucoup plus robuste. C'est-à-dire que si vous écrasez un termite, eh bien la termitière se fera quand même. Si vous en écrasez 10, elle se fera quand même. Alors que si un seul individu était à l'origine de cette construction, ce serait terminé. Pareil pour les robots. Un gros robot très complexe
tombe déjà facilement en panne, ça c'est une chose, mais est très difficile à maintenir. Alors que de multiples petits robots qui vont faire, qui ont chacun une petite tâche, mais qui ensemble vont réaliser une tâche un peu plus complexe, ça c'est assez intéressant pour la robotique. Oui, je crois aussi que ces petites machines ont même la possibilité de franchir des espaces vides qui sont plus larges que leur anatomie à chacun. Mais le second monte sur le premier, gagne un petit peu de place, et le deuxième et le troisième, et ils arrivent ainsi à franchir des obstacles beaucoup plus larges que la largeur du corps de chacun. Exactement, c'est comme les fourmis, quand elles franchissent un petit obstacle ou un petit creux, eh bien, elles s'agrippent les unes aux autres et les fourmis passent comme ça, c'est un pont de fourmis. Eh bien, on a fait pareil avec les robots et on s'est aperçu qu'avec de simples petits réflexes pour chacun de ces robots, ils peuvent avoir, avec des moyens de communication assez simples, ils peuvent réaliser ce genre de tâches ou déplacer un objet lourd. Donc, comme un corps humain, en se mettant chacun quelque part. On a fait effectivement cette expérience. Et donc, les robots recrutent un certain nombre de collègues, entre guillemets, jusqu'à ce que l'objet soit déplacé. Et donc, il y en a qui sont d'ailleurs très miniaturisés, je crois. Oui, exactement. Et en fait, on imagine que dans le corps humain, mais je sais que ça fait hurler, mais on pourrait effectivement avoir des micro-robots qui pourraient au moins investiguer et retrouver chacun l'endroit où il faut faire quelque chose, et puis ensuite sortir du corps, évidemment. Dans cette miniaturisation du robot pour entrer dans le corps humain, je crois que c'est un domaine où les chercheurs se sont inspirés du serpent qui peut se faufiler dans les tuyaux et notamment, pourquoi pas, dans des vaisseaux sanguins. Voilà, effectivement, c'est plutôt pour fabriquer, construire, concevoir des endoscopes flexibles. Et effectivement, les serpents sont très représentatif de ce genre de mouvement, dans la mesure où ils ne font pas la même reptation s'ils sont dans un sol lisse, dans un sol caouteux ou pour grimper sur les arbres. Donc, on essaye de reproduire ces différentes reptations et il est très facile de contrôler cette espèce de système flexible parce qu'il suffit de contrôler un seul élément, une seule portion pour que le tout fonctionne. Alors j'aimerais maintenant, Agnès Guillot, qu'on dise quelques mots d'un robot auquel vous avez contribué vous-même, qui porte un nom un peu barbare, je suis obligé de dire, enfin par rapport pour moi, excusez-moi, mais vous allez nous dire qu'il ne l'est pas du tout, Psycharpax. Alors pourquoi Psycharpax? Ce n'est pas un Pokémon, mais vous nous dites que c'est beaucoup plus important que le nom d'un Pokémon. Oui, non, bien sûr. Et donc Psycharpax, c'est le nom du roi des rats dans la Batrachomyomachie, qui est une parodie de l'Iliade et qui a été attribuée faussement à Homère. Et donc, c'est le combat des rats et des grenouilles. Et donc, Psycharpax, qui veut dire voleur de miettes, c'est le roi des rats. Donc, c'est un robot qui a été conçu par notre équipe, qui est dirigée par Jean-Arcadie Meyer, et qui avait pour but de reproduire un rat x5, en gros, avec une tête en forme de rat, un corps en forme de rat, des roues, parce que malheureusement les pattes c'est un peu plus compliqué. Mais dans le but c'est de la recherche fondamentale, d'essayer de concevoir des circuits de neurones informatiques pour orienter et pour la navigation du rat. C'est-à-dire, en fait, de faire une sorte de bio-GPS. C'est-à-dire que avec ces systèmes sensoriels qui sont la vision, l'audition, les fameuses moustaches qui s'appellent des vibrisses chez le rat, qui sont très importantes chez le rat, qui est le sens du toucher, de réaliser avec les neurones dédiés, le fait que le rat peut se localiser, peut estimer sa distance
et peut estimer son orientation. Et ça, nous sommes fondés sur les travaux d'équipe du Collège de France, d'Alain Berthoz, et aussi, bien entendu, des travaux de prix Nobel de 2014 sur ce qu'on a appelé les cellules de lieu et les cellules de grille, c'est-à-dire ces neurones dédiés au fait que nous nous retrouvons dans un environnement et nous pouvons avoir, entre gros guillemets, une carte mentale pour essayer de, sans le faire obligatoirement, imaginer son parcours pour le faire plus simplement après. Donc, en rapport avec les travaux de ces équipes de neurophysiologistes, nous avons donc élaboré le cerveau, entre guillemets, de ce rat pour estimer la façon dont un robot pouvait être autonome du point de vue de sa navigation, c'est-à-dire essayer de se passer de GPS, parce que vous savez que le GPS, il lui faut 3 satellites au moins pour pouvoir fonctionner, et surtout, il faut embarquer des appareils assez lourds et assez coûteux d'ailleurs pour que tout ça fonctionne. Donc, le fait qu'un programme informatique simule l'activité de neurones et des coordinations entre ces neurones pour pouvoir donc localiser et faire naviguer ce robot d'une manière autonome, c'était quand même assez intéressant. Donc c'est ce qu'on a fait avec Psycarpax et qui peut donc se localiser lui-même. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que certains de ces circuits sont reliés à d'autres qui prennent des décisions, c'est-à-dire est-ce qu'on décide de naviguer de telle façon ou de telle façon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces circuits-là sont les mêmes que celles qui sont responsables de certaines maladies neurodégénératives. Et donc, il peut y avoir des liens entre la compréhension de ces circuits et la façon dont on peut intervenir et dialoguer avec les neurophysiologistes. Donc c'est un robot qui permet de faire avancer la recherche, avancer la compréhension d'un certain nombre de mécanismes. Mais est-ce que vous pensez que peut-être ce genre de robot pourrait aussi inspirer les fameux robots de compagnie qu'on évoquait au début et dont il faut bien dire quelques mots parce que parler des robots, des animaux, c'est forcément évoquer les robots animaliers. Voilà. Alors donc effectivement, il y a des robots de recherche appliquée, il y a des robots comme Psycarpax de recherche fondamentale. Il y a d'autres robots qui ont émergé au Japon particulièrement pour être des robots entre guillemets de compagnie. Oui, alors donc, il y a le fameux robot Paro qui est une espèce de petit phoque qui est avec de la fourrure. Mais effectivement, il y a eu des expériences chez des personnes âgées qui, paraît-il, les calment. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas à la longue. C'est-à-dire que ce sont des emplois assez temporaires et ensuite les personnes se lassent assez facilement parce que ces robots-là ne sont pas assez étonnants, vous voyez, ils ne font pas surprenants, je veux dire. Alors justement, j'ai vu que aux États-Unis, un robot équivalent à Paro vient d'être créé. Il ressemble à un gros chat, et la question c'est de savoir si on va lui donner la parole ou pas. Et ça préoccupe les chercheurs parce qu'ils disent, s'il parle, ça va beaucoup faciliter la communication. Mais un chat qui parle, vous évoquez l'étrangeté, c'est quand même bizarre. Nous, en tant que chercheurs en robotique animale, en robotique bio-inspirée, nous sommes absolument pas très émerveillés et très intéressés, pour tout vous dire, par les robots qui ne présentent pas la spécificité de l'animal en question. C'est-à-dire, on trouve qu'un chat qui passe, pour nous, ça n'a aucun intérêt, parce que ça n'apprend rien sur le chat. De même que je vais pousser ma petite complainte sur les humanoïdes, qui sont pléthores en ce moment. Quand vous regardez les travaux sur ces humanoïdes, ils n'ont quasiment rien de spécifiquement humain. Ça n'apprend rien sur l'homme. Ça apprend peut-être beaucoup sur les relations entre l'homme et la machine, mais un humanoïde, aussi perfectionné soit-il, n'a pas encore les spécificités humaines qui pourraient être l'alibi de construire ces humanoïdes.
Et donc, pour nous, c'est dommage, parce que un robot animal doit nous en apprendre sur son équivalent vivant. Vous ne souhaitez pas des robots qui soient des robots animaliers qui soient des simulacres d'animaux, mais des robots qui s'inspirent des animaux et nous apprennent quelque chose sur les animaux. Soit qui améliorent nos machines, parce qu'on peut énormément en apprendre, comme je vous l'ai dit effectivement, de toutes les fonctions qui ont déjà été élaborées par l'évolution, soit en apprendre sur les animaux, sur le monde vivant. Et n'oublions pas quand même, en conclusion, et on en a déjà évoqué, le monde végétal, qui est certainement, à l'avenir, un monde peut-être encore beaucoup plus passionnant que le monde animal. Ça sera pour une autre émission. Merci beaucoup Agnès Guillot. Merci Serge Tisserand.